Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission, votre opinion sur Gamma TV. Dans cet après-midi, nous recevons M. Abdoul Sako. Il est le coordinateur des Forces sociales de Guinée, une entité de la société civile. Avec ce monsieur, nous allons évidemment discuter autour de cette question importante relative au combat politique pour le retour au régime civil. Bonsoir, M. Sako. Oui, bonsoir et bonsoir à tout le personnel, la direction ainsi que les téléspectateurs de la télévision Gamma TV. Merci de répondre à notre invitation. À moi de vous remercier. Alors, Monsieur Sako, le mercredi 28 août, les forces sociales de Guinée, dont vous êtes coordinateur, face à la presse, a expliqué en substance, en disant qu'elles sont déçues de Doumbouya, puisqu'il y a un grand fossé entre son discours et ce qui se passe aujourd'hui. En quoi êtes-vous déçu du général Mamadi Doumbouya? Très bien. Au-delà de la déception, nous sommes encore très inquiétés aussi, hein, et avec beaucoup d'angoisse quand nous voyons la situation dans laquelle notre pays se trouve aujourd'hui. Mais quand nous prenons les engagements du général Doumbouya, donc le président de la transition, et ses pairs militaires qui ont perpétré le coup d'État le 5 septembre, et au regard de ces engagements, et nous faisons le lien avec la réalité que vivent les Guinéens aujourd'hui, je pense que ça passe de commentaires. Et au-delà aussi, même si nous prenons également les engagements pris en cours de chemin, c'est-à-dire après 1 an et demi de transition, soit fin 2022, où il a été promis, des engagements ont été pris par rapport au retour à l'ordre constitutionnel, je pense encore c'est pire. Revenons par rapport aux engagements qui ont été pris au 5 septembre 2021, qui ont fait que des Guinéens ont donné leur soutien au général Doumbouya à deux dimensions. Il y a des Guinéens qui ne sont pas limités seulement à adhérer au coup d'État, mais ils ont aussi travaillé, aussi bien à l'interne, mais qu'à l'externe, pour dire, en termes avec des plaidoyers, des sensibilisations, pour dire de donner une chance à cette junte de traduire dans le concret les promesses qu'ils ont eu à prendre, notamment les promesses liées à la question des libertés, les promesses liées au fait qu'aucun Guinéen ne serait désormais, comment dirais-je, mort pour des faits, pour ses opinions politiques. Et troisièmement, la question de la moralisation de la gestion publique. Et au quatrième point, donner le pouvoir aux Guinéens conformément à leur volonté traduite à travers les urnes. Quand nous parlons de liberté, nous sommes dans une situation inédite qui n'est jamais intervenue en Guinée, où vous avez les manifestations alors consacrées par la charte de la transition, où il est dit qu'aucune situation exceptionnelle ne saurait justifier la violation des libertés. Les manifestations sont interdites, les médias dans un premier temps ont été brouillés, ont été sabotés, l'Internet a été coupé près de 2 mois en Guinée, et mieux encore, ont vu retirer leur agrément. Donc, il ne serait mort désormais pour ses opinions. Vous voyez que la moindre manifestation aujourd'hui, même des simples frustrations pour des électricité, nous voyons des Guinéens tomber et qu'aucune enquête n'est encore ne sorte. Et pire encore, aujourd'hui, on a une autre forme de criminalité qui est enregistrée, parler de disparition des Guinéens. Et mieux encore, pour manquer d'empathie, je parle des camarades Foniquet et Bilo qui ont été kidnappés, nous, à notre regard. Et le procureur nous a dit que aucune institution, aucun service étatique, en tout cas judiciaire ou sécuritaire, ne saurait dire là où ils sont. Et qu'ils ont engagé des enquêtes pour un pays, avec les promesses qui ont été prises,
lorsque des gens vous dites que les gens ont disparu, la première des choses d'abord, si vous êtes convaincu à ce que vous dites, c'est d'abord de partager la douleur de leur famille, de compatir à leur douleur, et mieux encore de renforcer la sécurité de leur famille parce que vous dites ne pas savoir où ils sont, qui les ont pris. Donc, on peut aujourd'hui égrener le mal en termes de violation des libertés, d'insécurité, de violation des droits de l'homme. On ne peut pas en finir toute la journée. Revenons sur la question alors de la prévarication des ressources publiques. Vous voyez que ce ne sont que des hommes qui constituent des menaces en termes de contre-pouvoir, en termes de contradiction, Alors, qui sont inquiétés par... Monsieur Sako, vous allez nous laisser le soin Oui. de continuer à vous poser des questions. Donc, les aspects que vous évoquez là, on va peut-être, si le temps nous le permet, on va vous poser des questions concernant ces aspects-là. Alors, la question suivante, voilà, dans la logique où vous vous trouvez, vous avez dit que le CNRD a retiré les agréments, les licences aux médias guinéens. Pourtant, avant même que le gouvernement ne prenne une telle décision, la haute autorité de la communication à la tête, M. Yassine Diallo, et le ministre de la Communication, M. Fana Souma, et bien entendu le Premier ministre Baouri, ont estimé que ces médias, justement, ont violé les cahiers de charge. Est-ce que ce n'est pas donc est-ce que cela ne donne pas un motif valable au retrait ou les licences de ces médias? Pour revenir à votre question, je me demande alors, quand les médias, ils ont commencé par brouiller les médias, il n'y avait pas eu de déclaration qui avait été faite. Quand ils ont coupé l'Internet, il n'y avait pas eu de déclaration qui avait été, de motifs qui avaient été avancés. C'est seulement quand le retrait, d'abord, de ces médias privés, dans les bouquets Canal et StarTime, ils ont parlé de questions de sécurité nationale. Mais la contradiction, quand le Premier ministre Baouri a rencontré les médias, ce qui a été dit, c'est que le président serait déçu de certains journalistes et patrons de médias pour lesquels il aurait fait beaucoup de choses. Donc, on a là beaucoup plus de sentiments. Dans un pays, et comment dirais-je, où les libertés se vivent, la moindre des choses, c'est de confondre ces médias aux faits. De dire, voilà les cahiers de charges qui ont été violés. Permettre à la population de comprendre qu'est-ce qui a été violé en termes de cahiers de charges. Mais pas de cahiers de charges, nous avons entendu. Ce que nous avons entendu, que c'est pour une question de sécurité nationale. De façon très vague comme ça, sans nous dire, cette question de sécurité nationale, c'est très où? Peut-être, vous avez des informations en plus que nous pour dire que ce sont des cahiers de charges qui ont été violés, mais quand les médias ont été retirés du bouquet Canal Plus et de StarTime, ce qui a été évoqué, c'est des questions de sécurité nationale. Et quand l'Internet a été brouillé près de 2 mois, ce qui nous a été dit, c'est que l'Internet n'est pas un droit. C'est de l'aumône que l'État donne à la population. C'est ce qui nous a été dit. Alors, Monsieur Sako, comme on nous a dit, effectivement, avec la disparition, avec le kidnapping des collègues, que des... Alors, Monsieur Sako. Allô? Allô, Monsieur Sako, vous m'entendez? Allô? Allô, vous m'entendez? Je vous entends bien entendu. Donc, selon vous, cette décision relative au retrait des agréments des médias ne sont pas justifiées, et alors qu'on a entendu, en dehors même de l'atteinte à la sécurité. Allô, vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Monsieur Sako, vous êtes là? Allô? Allô, vous m'entendez? Je vous entends. Vous dites si selon nous, les agréments, le retrait des agréments n'est pas justifié. Ne noyons pas le poisson. Ce n'est pas
Allô? Allô? Question de la loi en conformité avec les engagements. Allô, vous m'entendez? Monsieur Sako, Je vous entends bien. voilà. Oui. Allô, vous m'entendez? Alors, nous avons un souci technique là. Je pense que notre régie est en train de faire assez d'efforts pour rétablir normalement la connexion. Allô? Allô, vous m'entendez? Je vous reçois, oui. Voilà, vous disiez tout de suite le cahier de charge qu'il n'y a pas eu une explication claire par rapport à son contenu. On a vu quand Non, même... d'abord, s'il vous plaît, c'est vous qui me parlez de cahier de charge. Oui. Je reviens une fois encore au communiqué qui a été évoqué pour le retrait des médias d'abord, du bouquet Canal+, c'est la question de sécurité nationale qui a été évoquée. Et ça nous donne un contenu réel à ce qui a de charge, la violation du droit à l'Internet. Je vous ai dit que l'Internet a été brouillé près de 2 mois et ce qui nous a été dit par le ministre porte-parole du gouvernement, c'est que l'Internet n'est pas un droit. Allô? Oui, allô, je vous reçois. Voilà. Alors, quand même, on a vu, ils ont certes pris cette décision-là, ils ont même quelque part justifié cela en disant qu'il y a certains médias qui se permettent de porter atteinte à l'honneur, de commettre la diffamation et de faire de la désinformation. Et dans la foulée, les émissions qu'ils font pourraient inciter les jeunes innocents à vouloir sortir dans la rue et faire la manifestation. Quand on sait qu'on est dans une période exceptionnelle, donc cela pourrait perturber le processus de la transition. Vous savez, de ce point de vue, est-ce que vous ne pensez pas que cette décision, elle est légitime? Non, je vous ai dit déjà, quand vous parlez de la légitimité, dites-moi quoi? Et en quoi ceux qui parlent de cette légitimité ont la légitimité? Et quand on parle de fait, lorsque la légitimité des autorités de la transition sont conférées par leur capacité à rassembler les diversités autour de leur action, par leur capacité de trouver du consensus dans cette diversité par rapport à la conduite de la transition. Alors, si vous me parlez de légitimité, je voudrais bien d'abord que vous me parlez. Lorsqu'une transition ne peut pas rassembler les diversités par le dialogue, ne peut pas trouver le consensus par le dialogue, qui prime tout par la force, comment vous pouvez me parler de légitimité? Alors, monsieur... Dans la limite du possible, vous pouvez me parler de l'égalité. Mais quand vous me parlez de l'égalité, lorsque la charte de la transition, qui est la norme supérieure pendant cette transition en termes de loi, consacre qu'aucune situation exceptionnelle ne saurait justifier les violations des libertés. Lorsque vous avez pris le pouvoir, vous avez dit que les libertés n'étaient pas, comment dirais-je, consacrées. Et que rien ne se fait par les médias. Les émissions ne disent rien en votre temps, ne font aucune forme de critique en votre temps qui ne se faisait avant le coup d'État. Lorsque vous avez horreur, vous êtes allergique aux critiques, vous avez peur des critiques, non seulement vous ne parvenez pas
à respecter la charte que vous-même vous avez élaborée, sans parler des conventions internationales. Lorsque vous ne parvenez pas vous-même à mobiliser vos compatriotes sur la base de la noblesse, sur la base de la portée de vos actions sur leur vie, vous ne parvenez pas à convaincre vos compatriotes sur la base du dialogue, s'il vous plaît, ne noyons pas le poisson en parlant de légitimité. Très bien. Alors, et je pense que lorsque la charte est brûlée, ne noyons pas le poisson encore en parlant de légalité. Très bien. Trouvez le problème ailleurs. Très bien. Sur la même question, avant d'évacuer cette question-là, qui vous tient particulièrement à cœur, M. Sako, pourtant, on a vu certains journalistes des médias guinéens qui auraient reçu une somme importante de la main de Mamadi Doumbouya pour faciliter probablement le retrait de ces médias-là. Comment expliquez-vous cela? Je vais vous dire personnellement, hier nous avons fait une déclaration. Une déclaration, certes, diplomatiquement, c'est demander aux patrons de médias d'éviter de souiller leur image par rapport à la célébration de l'anniversaire. Mais par contre, dans la déclaration, vous comprendrez, il y a une association qu'on appelle Ultergi. Nous sommes un peu surpris qu'à chaque fois que nous demandons la mobilisation et que cette association, par la voix de son président, dit toujours que des choses sont en cours. Et mieux encore, quand je mets dans la logique de votre, comment dirais-je, de la question, lorsque les autorités disent haut et fort, je pense que ça a été dit par le canal de la HAC à travers 2 de ses commissaires. Mais bien entendu, au lieu de confirmer ou de publier les preuves, les 2 commissaires ont été sanctionnés, jugés par les 2 commissaires en disant que ce n'est pas d'eux de dire que la présidence donne de l'argent, comment dirais-je, aux médias. Mais disons-nous que c'est de la réalité. Le président de la République, la présidente de la transition, donne de l'argent, des sommes, disons, par du président de la transition ou des organes de la transition. D'abord, je dirais, c'est antinomique à des gens qui se disent moralisateurs, parce que c'est que vous distribuez de l'argent public pendant que le peuple souffre, pendant que le pays a besoin de l'argent, vous distribuez de l'argent public pour imposer soit le silence aux gens ou avoir leur adhésion de façon incongrue à une gestion que vous-même vous trouvez coûteuse. Parce que si vous savez que la population s'identifie à cette gestion, je ne pense pas que vous avez besoin d'accepter le silence des gens. Donc c'est une forme d'achat de conscience. Si c'était vrai, nonobstant que l'État avait porté plainte contre les deux commissaires, je pense qu'à une dimension donnée qui a blanchi les patrons des médias. Mais de toute évidence, dans l'angle de votre question, elle est pertinente parce que nous ne sentons pas assez de complémentarité, je dirais de soutien même à nos actions, nous les défenseurs des libertés, de la part de certains patrons de médias. On peut soupçonner, si toutefois, comme on dit dans un adage de chez nous, c'est quand la chair d'autrui meurt que la sauce de l'homme devient assez douce. Alors, mais pour une fois encore, c'est pour cela que nous avons lancé l'appel hier aux patrons de médias de faire attention, sinon ils risquent d'être complices de cette agression contre la liberté de presse. Alors justement, cette complicité-là, est-ce qu'elle n'est pas avérée dans la mesure où on a vu certains journalistes des médias comme Espace, d'abord Moussa Moïse qui a accepté la nomination de Mamadi Doumbouya, on a vu Antoine Kourma qui a été choisi comme chargé de communication accrédité à l'étranger dans nos ambassades guinéennes à l'étranger, on a vu Mafoudia Bangoura qui est parti et Mohamed Kaba de FIM FM. Comment expliquez-vous cela? Est-ce une trahison pendant que vous êtes en train de mener le combat pour la liberté de presse de ces médias?
Très bien. Et je vais même dire, aller loin, par extension, votre question par extension aux autres entités, les acteurs de la société civile qui sont percés au niveau des organes de la transition, comme le CNT par exemple, et d'autres ministres, les acteurs politiques qui y sont. Je suis tout à fait d'accord. Le paradoxe guinéen semble être que il y a des gens qui n'ont de morale et de conviction que lorsqu'ils sont à l'état libre. Mais une fois ils changent de position, et comment dirais-je, le vent de leur conviction, le vent de leur engagement, le vent de leur patriotisme tourne en direction de leur poste et de leur vente. Mais cependant, il faut qu'on fasse la part des choses. Un Moussa Moïse, qui était hier défenseur des libertés, ou un Baouri aussi, le premier ministre, nous l'avons vu, avec toutes les vertus qu'il représentait. Ils ont changé de camp. Ce que moi je voulais, ce que nous devons mettre de l'avant, c'est de considérer que la défense des valeurs, la défense des principes n'est pas en fonction des individus. Les hommes partent, les organisations restent, les institutions restent. C'est pour cela que nous nous sommes dit, même ils trahissent leurs convictions à cause de leurs intérêts, la défense des libertés ne doit pas mourir et ça ne doit pas être même surprenant, ça doit plutôt nous galvaniser, nous renforcer davantage et dire attention, le mal il est entier, il faut alors plus d'action, plus de courage, plus d'engagement pour faire face à la situation. Alors, M. Sako, pendant que vous vous battez pour retour à l'ordre constitutionnel, en d'autres termes, pour le retour au régime civil, au même moment, le CNRD subtilement, en complicité avec le Conseil national de la transition, qui fait office de parlement, a fait en sorte de proposer aux Guinéens un avant-projet de la nouvelle constitution. Et dans ce préambule, on ne voit pas cette disposition, en l'occurrence 46, qui interdit aux membres du gouvernement et ceux du CNRD de porter leur candidature à l'élection nationale et locale. Je vous dirais une seule chose, hein. Ce cinéma d'avant-projet de constitution n'est que de la distraction. Quand on prend même la procédure, en réalité, selon nos juristes constitutionnalistes, on parle de projet lorsque ça émane de l'exécutif. Un organe législatif qui propose quelque chose, pour dire que c'est de la comédie, c'est pour dire que c'est du gros n'importe quoi, l'organe législatif fait des propositions et non des projets de loi ou des projets de constitution. Donc, imaginez les gens qui ne daignent même pas respecter leurs propres règlements. Je ne voudrais pas m'aventurer trop sur cet avant-projet de constitution parce que pour nous, c'est de la distraction sur du gros n'importe quoi. C'est une fois encore prendre, après 3 ans de dilapidation des ressources publiques, parce que lorsque vous êtes des acteurs de développement, vous êtes des hommes qui évoluent, vous devrez être à mesure de comparer le résultat obtenu au temps pris et les ressources utilisées. 3 ans pour un CNT, avec tout le confort dans lequel ils sont. Ils vivent comme une assemblée normale. Perdre 3 ans pour faire des petites actualisations de constitution ou d'articles et venir parler là aussi d'un projet de constitution, c'est de la distraction, ça ne veut absolument rien dire. Le combat aujourd'hui doit être en réalité, si c'était de la responsabilité, le souci pour le Guinéen qui tire le diable par la queue, le Guinéen qui vit avec la peur de l'insécurité, le Guinéen qui vit avec la pauvreté croissante par les faits des mauvaises décisions prises par les organes de la transition, le travail aurait été aujourd'hui de dire de façon concrète, conformément à nos engagements, voilà un chronogramme obtenu de façon consensuelle qui nous dit quand est-ce que nous allons au référendum, quand est-ce que nous organisons le reste des élections pour permettre le retour à l'ordre constitutionnel. Tout le reste, pour une fois encore, c'est de la distraction, c'est du cinéma, c'est de la sortie incongrue des ressources publiques. Alors, M. Sako, en lieu et place de ce retour au régime civil,
qui va se sanctionner par la tenue des élections présidentielles, législatives et locales. Le CNRD est en train de se battre de vents et barrés, qu'il fera tout pour que justement ce référendum ait lieu le 31 décembre 2024. Et si ce vote référendaire ait lieu à cette date échue, vous, en tant que membre actif, coordinateur de la société civile, des forces sociales, qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez dissuader le peuple justement à voter, à participer à ce scrutin référendaire? D'abord, vous m'excusez un peu de revenir sur la question. Quand on dit que le CNRD est en train de tout faire pour que le référendum ait lieu, conformément au discours du président de la transition qui le disait qu'il serait fait pour en 2024, ils ne sont en train de faire absolument rien. Je vous le garantis. Ce n'est pas un souci à leur niveau. Le souci principal aujourd'hui au niveau de l'actuelle gouvernance, étant aujourd'hui animé par la phobie de l'après-transition, sachant bien que tout ce qu'ils ont reproché à leurs prédécesseurs, ils en ont fait pire. Aujourd'hui, le souci, c'est comment durer aussi longtemps que possible au niveau du pouvoir. L'organisation du référendum, vous aurez bientôt... Rien ne se fait. Rien ne se fait parce que ceux qui connaissent les ont proposé un schéma. Ils n'ont pas accepté. Lorsque vous dites que vous allez tirer l'officier du RAVEC, je pense que tout le monde sait que c'est pratiquement impossible, c'est-à-dire de l'état civil. C'est pratiquement impossible. Alors, une fois encore, rien n'est en train d'être fait pour aller même au référendum, comment dirais-je, courant 2024, parce qu'ils ne peuvent pas. La seule solution aujourd'hui, c'est de dire vraiment, les 3 ans ont été assez. Les 3 ans ont été de trop sur le dos des populations. Les 3 ans nous ont permis de voir le bout du tunnel sur aucun aspect de la vie nationale. La sécurité n'y est pas. Le social est bafoué parce que les gens ne peuvent même pas maintenant subvenir à leurs besoins au quotidien, à plus forte raison faire face au social. Pour une fois encore, nous, de notre côté, nous travaillons conformément au texte de loi, conformément à la charte de la transition, conformément aux conventions auxquelles notre pays a souscrit. C'est de mobiliser les Guinéens de façon citoyenne, de façon pacifique, pour dire que la transition, ça n'est trop. Faisons tout pour que soit le compatriote accepte, on se donne qui sont aux commandes, qu'ils ont déjà fait leurs preuves. Il ne peut plus donner et on ne peut pas faire la même chose et s'attendre à des résultats contraires. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes faits. On ne les condamne pas assez. Nous essayons de les comprendre. Ce n'est pas de leur travail. Tu ne peux pas demander à un maçon de faire une intervention chirurgicale sans qu'il ne tue le patient. Donc, une fois encore, la transition est une situation anormale. Et les 3 ans ont rendu encore plus anormal parce qu'aucun Guinéen ne porte confiance désormais à la gestion. Même ceux qui y sont, quand vous causez avec eux, vous sentez qu'ils ne sont pas là par la conviction. Soit qu'ils sont là par la peur, parce qu'ils sont moulés dedans, ou ils sont là parce qu'ils y gagnent quelque chose. Donc le travail, c'est nous maintenant, c'est de comment travailler. Soit convaincre nos compatriotes aux affaires, de revenir à la raison et sortir ce pays, le pays, de ce gouffre dans lequel nous sommes, conformément aux engagements du général Mamadi Doumbouya pour mettre terme à la transition au 31 décembre 2021, ou c'est de mobiliser les Guinéens autour des actions de désobéissance civile, des actions citoyennes, des Guinéens aussi à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour se donner les mains, pour sortir nos compatriotes du CNRD de leur propre prison dans laquelle ils sont mis à travers des styles véreux qui font d'eux des mines d'or à exploiter, et au bout du tunnel, libérer le pays courant 2024. Sinon, nous allons de mal en pire. Alors, votre combat, c'est de faire usage à la désobéissance civile. Demande justement à vos concitoyens d'utiliser ce moyen politique-là pour persuader ou dissuader Mamadi Doumbouya de rester longtemps au pouvoir. Et par ailleurs, on voit certains lui apporter un soutien, notamment les artistes. On en voit certains jeunes dans le quartier
à Kaloum là-bas, apporter un soutien, notamment soutenir son éventuelle candidature aux élections présidentielles. Alors, comment vous pouvez faire face à cette situation-là? Les jeunes, les citoyens que vous voulez utiliser pour une désobéissance civile, pendant que eux, ils apportent un soutien. Pour dire vrai, hein, nous respectons bien la diversité d'opinions. Hein. C'est très beau de voir. Et puis nous, c'est ce que nous voulons. C'est ce que cette contradiction soit respectée aujourd'hui. Ceux qui pensent qu'ils auront à boire et à manger ou pour une quelconque raison qu'ils ont à soutenir, comment dirais-je, une fois encore, le régime actuel, c'est de leur droit. Mais pourquoi? Comme vous le dites, si le CNRD est convaincu qu'ils ont le soutien des jeunes, pourquoi on interdirait systématiquement les manifestations? Pourquoi on a la phobie? Pourquoi on harcelerait ceux qui sont encore dans la voie contradictoire, ceux qui veulent que la transition soit gérée autrement? Pour une fois encore, je n'en crois pas à une seule une minute qu'il y ait des Guinéens, même à 2%, qui soutiennent le CNRD. Les artistes, il y a un artiste j'ai entendu un artiste dire qu'ils vivent de leurs œuvres. Hein. C'est un peu comme le système de griotisme, quoi. Donc, vous pouvez être à gauche, à droite, n'importe où, ce qui vous intéresse, c'est ce que vous gagnez. Et je les comprends. La dimension de souffrance est telle aujourd'hui dans le pays, la précarité de vie est telle que si vous n'êtes pas doté de compétences, vous n'êtes pas doté de dignité, vous n'êtes pas doté, s'il faut, du courage, vous n'êtes pas un travailleur, vous ne pouvez pas vivre sans mendicité. Je respecte cette situation de mendicité que je regrette aujourd'hui. Et nous, notre travail, effectivement, c'est de libérer, s'il faut effectivement, même ces compatriotes, dans leur mentalité qui disent maintenant, il faut accepter comme tel, il faut vivre le quotidien en allant prendre, s'il faut, de l'argent, advienne que pourra. Le travail encore, effectivement, c'est de venir au secours de ceux-ci. Parce qu'ils sont dans une sorte de prison qui est d'accepter le fait accompli, parce que pour eux, ils n'ont aucune autre capacité, ils n'ont aucune autre compétence, ils n'ont aucune autre possibilité de trouver leur gagne-pain si ce n'est que de courir derrière. Donc, pour une fois encore, il n'y a aucune difficulté aujourd'hui de mobiliser les Guinéens dans leur diversité, dans leur écrasante majorité, pour faire face à la situation. Peut-être nous sommes préoccupés par le fait de la gâchette facile, qui fait que à la moindre imprudence, les gens peuvent tomber. Peut-être nous sommes préoccupés comment intégrer cette dimension au combat, mais pour une fois encore, nous n'avons absolument aucune préoccupation quant à l'adhésion et puis l'adhésion quasi unanime des Guinéens au noble combat porté, c'est-à-dire aider nos compatriotes du CNRD, comme je dis, à s'affranchir des appétits, à s'affranchir des clans mafieux qui ont pris possession de leur ambition de départ. Donc, pour une fois encore, il n'y a pas d'inquiétude à poser. Les jeunes que vous, comme peut-être qu'on voit, est-ce que vous savez que même les réceptions du général Mamadi Doumbouya, ils sortent, on impose au département ministériel, on impose au cadre de l'administration. Il y a des tronçons même on a vu, la logique comme tel département prend de tel tronçon à tel tronçon. Si vous ne sortez pas pour aller accueillir, acclamer, crier, vous verrez ça dans votre quotidien. Donc, vous voyez cette forme d'esclavage, vous voyez cette forme d'humiliation auquel on soumet les gens. Mais vous, de l'extérieur, vous voyez ce que la DCI va venir commenter et placer ceci ou cela, ou les médias, ils voient ce qui est là, mais le fond, vous ne comprenez pas, vous ne connaissez pas. Pour une fois encore, même nos compatriotes du CNRD est à aider aujourd'hui davantage à ce qu'ils s'affranchissent de l'esclavage des clans mafieux auxquels ils sont soumis. Alors, vous dites il y a la quasi-totalité des Guinéens qui s'adhèrent justement à votre combat au sein de votre force sociale, une entité de la société civile. Mais pour la mise en œuvre justement de ce combat, vous êtes un peu affaibli
dans la mesure où les leaders d'opinion qui pourraient vous aider dans cette perspective-là sont portés disparus. Et face à leur disparition, on voit les Guinéens sont restés indifférents. Il n'y a pas eu de manifestation. Il n'y a rien aussi. Et par ailleurs, il y a eu une autre force politique très importante. À la tête, il y a Cellou Dalein Diallo, qui a peur aujourd'hui de vouloir entrer au pays parce que tout simplement, ceux qui ont accepté d'y rentrer, ils sont portés disparus. Alors, je ne sais pas sur quel levier vous allez vous appuyer pour faire face à ce régime qui probablement ne souhaite pas partir. Honnêtement parlant, comme je vous disais tantôt, et dans la même logique de la réponse à cette question, je disais la préoccupation, c'est comment intégrer aujourd'hui le fait de la gâchette facile qui fait que même des simples dames, des simples Guinéens qui sortent pour un mécontentement lié sur les questions des services sociaux de base peuvent tomber sous les balles. C'est préoccupant. Donc, c'est préoccupant lorsqu'un ministre porte-parole dit que des adultes peuvent disparaître. C'est préoccupant lorsque l'État, à travers le procureur, assume qu'il reconnaît qu'ils sont les garants des sécurités individuelles et collectives des Guinéens et qu'ils annoncent que des Guinéens soient disparus. Qu'on n'ait jamais de résultat des enquêtes, qu'on n'ait jamais le point sur comment les enquêtes évoluent, qu'il n'y ait aucune compassion vers la famille de ces supposés disparus. Je pense que c'est très inquiétant, mais pour une fois encore, tout ce qui nous préoccupe aujourd'hui, tout ce qui nous inquiéterait, c'est lorsque nous ne sommes pas en conformité avec la loi. C'est que le président, comment dirais-je, Cellou Dalein Diallo, le président de l'UFDG a annoncé. Certes, c'est une réalité. Même si pour moi c'est un détail de trop, mais je pense qu'il y a une part de réalité dedans. Mais, comme dirait quelqu'un, que vous parlez ou pas, vous allez mourir. Vous parlez, vous allez mourir. Vous ne parlez pas, vous allez mourir. Parlez et défendez la bonne cause. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous estimons que l'État même est conscient de la situation, mais il perd totalement le sens du contrôle. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que c'est une dynamique collective qui nous gère? Est-ce que c'est une équipe qui nous dirige ou bien c'est des groupes de clans qui nous dirigent? Tellement que la contradiction, tellement que, comment dirais-je, les incongruités, tellement que les amalgames, le paradoxe est au cœur de la gouvernance. Donc, pour une fois encore, je suis d'accord, c'est préoccupant, c'est inquiétant, ce genre de choses. Mais pour autant, on ne devrait pas encourager le bras et nous ne le ferons pas. Nous allons continuer par les sensibilisations de proximité. Nous allons continuer à prendre la parole au niveau des médias. Nous allons continuer à nous organiser entre nous, nous adapter au contexte pour faire face à la situation parce que nous y sommes condamnés. Alors certes, à l'intérieur, vous êtes en train de mener tant soit peu des combats pour faire face à cette injustice dont vous parlez, mais par ailleurs, on voit le silence complice de la part notamment de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'OIF et de la communauté internationale. Alors, comment expliquez-vous cette situation, ce statu quo-là? Honnêtement parlant, et nous considérons toujours la communauté internationale non pas comme un appui complémentaire, mais un appui supplémentaire qui viendra renforcer notre combat. Donc, quand vous voyez aujourd'hui la question des problèmes géopolitiques, vous voyez aujourd'hui les pays même qui sont censés aider, vous voyez aujourd'hui en France, de façon inédite, et le président Macron, qui la France étant soupçonné même d'être soutien et comment dirais-je, affiché, je dirais, de la jeune, vous voyez aujourd'hui que ça fait combien de temps? Plus d'un mois, 40 jours ou plus, que la France est sans gouvernement. Les gens ont leurs problèmes, nous avons les nôtres. Donc, nous calculons très peu cela. Certes, c'est regrettable que ceux qui sont censés être comme les précurseurs de la démocratie, entre guillemets, qui sont les défenseurs des libertés et des droits, s'accommodent
aux violations des droits, aux violations de principes. C'est regrettable que la CEDEAO n'ait pas aujourd'hui les moyens nécessaires pour faire face aux besoins des populations en termes de liberté, en termes de démocratie dans leur espace. Mais pour autant, ce qui est réel, les gens ont leurs problèmes. J'ai donné l'exemple de la France, qui est incapable même à se trouver un gouvernement. Parce que le président de la transition, le président de la République semble avoir perdu les élections et ne veut pas respecter probablement le verdict des urnes. Ils trouvent des compromis. Donc, ils ont leurs propres problèmes. Il faut que nous, les Africains, nous sortons de la dimension d'alarmisme. La politique de la main tendue, sortons de cela. Assumons, nous travaillons, faisons face à nos problèmes. Utilisons nos moyens endogènes. Utilisons nos ressources endogènes. Comptons sur nos compétences. Disons que oui, il faut qu'un jour les autres aussi puissent dire l'Afrique ne nous soutienne pas. Il faut qu'on fasse recours à l'Afrique pour aller. C'est bien possible. Nous avons les ressources nécessaires. C'est cette vision que nous avons du combat. Nous respectons nos partenaires. Nous comprenons leurs difficultés. Mais nous n'allons pas continuer à pleurer sous leur dos. Ils défendent leurs intérêts, les intérêts de leur pays. Et même, ils ne parviennent pas à cerner leurs problèmes. Ils ne parviennent pas à respecter les règles démocratiques comme il le faut. Et c'est eux. Donc, cette situation, nous la comprenons ainsi. Et nous invitons les Guinéens et par extension les Africains, sortons de la politique de la main tendue, sortons de la politique et de l'esprit de l'assistanat, faisons face à nos problèmes, travaillons pour trouver nos solutions dans le respect du partenariat, dans le respect de nos engagements avec les autres entités. Une fois encore, travaillons aussi à renforcer la CEDEAO, comprenons la CEDEAO par-ci là comme un vieux lion édenté, aidons ce vieux lion peut-être à se rajeunir, à trouver les dents nécessaires pour faire face aux agressions de ses fils et filles. Alors, vous dites qu'il faut compter sur les ressources endogènes, donc mener le combat à l'interne. Alors, pour cela, est-ce qu'au sein des différentes entités, les différentes sociétés civiles, on voit les forces sociales dont vous êtes coordinateur, on voit l'union sacrée, est-ce que le combat au sein de ces entités respectives, est-ce que le combat est en train de se mener à l'unanimité? La dernière fois, on a vu un membre très important, M. Dr Ibrahima Sory Diallo, qui est le responsable de l'Alliance du changement, dire que lui, contrairement à la position de la société civile à laquelle il appartient, qu'il est prêt à compétir contre Mamadi Doumbouya si ce dernier se décidait de se débarrasser des privilèges que l'État lui attribue. Est-ce que ça ne crée pas au sein de votre entité une sorte de cacophonie? Et aussi majoritaires que nous sommes, je vais parler des forces vives, les entités opposées à la gestion de la transition, en tout cas la conduite de la transition en violation des engagements de la charte de la transition, des lois et des conventions, aussi majoritaires que nous sommes, nous respectons une fois encore la diversité d'opinions. Même Dieu a créé Satan en opposition à ces règles. Nous comprenons alors ceux qui adoubent, ceux qui courent, ceux qui cherchent à manger et ceux qui pensent même comme Ibrahima Sory, Dr Ibrahima Sory, que je respecte d'ailleurs par rapport à sa conduite. Il n'a jamais eu la lecture de la politique comme un noble combat qui permet au pays de transformer ses besoins, ses difficultés en opportunités pour le bien-être collectif et individuel de ses enfants. Il a toujours eu la lecture de la politique comme une question de défense d'intérêts personnels. Il a toujours, il s'est même dit, vous avez opposition constructive. Ça, c'est à l'époque du régime déchu. Donc, il est conforme à sa lecture. Lui, il est un partenaire éternel des autorités, quel que soit
la forme de leur gestion, pourvu qu'il ne dérange pas ses intérêts à lui. Et quand il dérange ses intérêts, il va revenir aussi en opposition pour mieux se positionner et récupérer ce qui lui est dit avec vous. Ça a été comme ça sa conduite. Et il l'assume, je respecte. Mais pour autant, il faut éviter une usurpation. L'union sacrée des forces vives n'a jamais existé. C'est plutôt un processus inachevé de ralliement de ceux qui ont été les alliés à un moment donné du CNRD, mais qui, pour certaines raisons, dont des actions fortes qui ont été prises par le CNRD, c'est-à-dire la nomination du Premier ministre Baouri et son gouvernement, sans pour autant leur donner leur part, la nomination des délégations spéciales, sans pour qu'ils ne leur part, ils ont été frustrés. Ils sont venus vers les forces vives dans l'esprit de faire une union sacrée entre ceux qui étaient des alliés et qui veulent, pour une raison ou pour l'autre, quitter et revenir. Mais pour des questions de confiance, au niveau des forces vives, des entités ont jugé les voir à l'œuvre, donner du contenu à leurs discours qui disent qu'ils ne sont plus avec le CNRD, ils sont pour le respect des engagements. Et quelqu'un qui dit qu'il vient se battre avec vous pour le respect des engagements, et qui sait pertinemment que le colonel Mamadi Doumbouya, à l'époque, le général actuellement, le président de la transition, qui a dit que ni lui, ni aucun autre membre des organes de la transition ne sera candidat. Quelqu'un qui dit qu'il ne sait pas pour le respect des engagements, il vous dit encore que lorsque cet engagement est relié, il est prêt à accompagner ce réunion d'engagement en compétissant avec celui qui s'est engagé de ne jamais être candidat. Vous voyez le paradoxe? Moi, je pense que en parlant d'acteurs, il faut être à mesure d'analyser ces profils, d'analyser le passé, le parcours des gens, d'analyser le discours des gens, en lien avec le combat, en lien avec la lutte. Mais pour une fois encore, nous respectons chaque Guinéen dans sa prise de position, quel que soit le motif. Nous considérons que c'est de la diversité d'opinion. Là où Dieu a créé Satan pour contredire, pour le laisser contredire ses actions, qui sommes-nous de ne pas laisser d'autres encore se contredire? Mais pour une fois encore, rassurez-vous et que le CNRD est pertinemment conscient de cela, d'où la raison d'interdiction systématique des manifestations, que l'écrasante majorité des Guinéens n'est pas avec sa conduite de la transition. Monsieur Sako, voilà, c'est la toute dernière question de notre entretien. Depuis la disparition forcée ou en catimini de Fonike Mengue Bilo, les Guinéens, la quasi-majorité des Guinéens se posent la question, sont-ils vivants ou bien sont-ils morts? Et à cet égard, on a entendu son oncle dire qu'il est sûr à 80% qu'ils sont morts. Et vous, sont-ils vivants ou bien ils sont morts? Et si vous avez vu dans la dernière animation de la conférence de presse, nous avons posé la question où sont-ils? Et nous avons précisé que seul l'État nous doit de réponse par rapport à cette question. Mais c'est très inquiétant, comme je l'ai dit dans le truc. Nous, dans la mesure où les autorités n'ont pas compati, en tout cas officiellement, nous n'avons jamais vu, nous avons été dans les familles de certains, ils n'ont jamais compati à la douleur de leur famille. Ils n'ont jamais soutenu ces familles dans leur douleur. Ils n'ont jamais cherché à sécuriser ces familles parce qu'un serait disparu, un de leurs serait disparu. Dans la mesure où l'État n'a jamais fait ça. Pour nous, nous continuons de croire qu'ils sont vivants parce que nous ne pouvons pas, comment dirais-je, croire, nous ne pouvons pas aller à l'extrême. Mais nous croyons une fois encore, tant que l'État ne nous dit pas où sont-ils, dans quelles conditions ils sont, qui les a enlevés, qui les a kidnappés, pour quelles raisons ils ont été kidnappés. Tant que l'État ne nous dit pas ça, l'État reste à notre yeux l'accusé, l'inculpé parfait de cette situation. Et une fois encore, pour nous, surtout que l'État est reconnu
à travers la déclaration du procureur, qu'il se trouve être le garant de la sécurité individuelle et collective des Guinéens, une fois encore, pour nous, c'est l'État qui sait là où ils sont. Je comprends le sentiment de son grand frère Elaz Mamadou Silla, qui parle de 90% il est sûr qu'il ne serait pas en vie. Bon, je comprends, c'est un grand frère, c'est un parent qui fait des temps sans savoir, sans entendre la voix, sans voir quelqu'un qui dit s'il les a vus ou il ne les a pas vus. Certainement, c'est avec cette émotion, c'est avec cette situation d'angoisse, c'est avec cette situation de douleur qu'il se prononce. Mais pour une fois encore, pour nous, nous réitérons, tant que l'État ne répond pas à nos questions, où sont-ils, comment ils ont été kidnappés, par qui et pour quelles raisons, l'État reste l'accusé parfait et seul l'État, c'est là où ils sont. Merci M. Sako, merci d'avoir été notre invité sur le plateau de Gamma TV. À moi de vous remercier, c'est un grand plaisir pour moi. Merci, nous avons eu justement dans cet après-midi de recevoir M. Abdoul Sako. Il est le coordinateur des forces sociales de Guinée, une entité de la société civile. Avec ce grand monsieur, vous avez entendu sa position. Il est resté droit dans ses bottes. On a discuté évidemment autour de cette question cruciale, le combat politique pour le retour au régime civil. Donc si vous voulez suivre cet entretien, vous pouvez aller sur YouTube et Facebook et Instagram. Sachez que le programme se poursuit sur votre chaîne panafricaine Gamma TV. Merci justement à l'équipe qui m'a aidé à pouvoir réaliser cette grande émission, M. Ouri. Allez, portez-vous bien.